l'ambition de devenir le Apple du Web3. C'est assumé. C'est assez assumé. Et la stratégie de growth en 2021, c'était comment tu vas dépenser tes dollars au mieux à travers tout cet écosystème de nouveaux arrivants, toute l'expérience e-commerce qui arrive dans les prochaines années. Si jamais on arrive à ça, tu vois, c'est ouf, quoi. Le prochain bull run, il peut émerger d'un peu n'importe où. Il peut émerger soit de potentiellement... Salut Ludovic, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es Head of Growth chez Ledger, yes. Une entreprise qu'on ne te présente plus. Je suis vraiment super content de t'avoir ici parce que tu vas pouvoir nous en dire plus sur pas mal de choses. Que ça soit déjà toi, qui tu es, d'où tu viens. Le growth, très important aujourd'hui. On est dans une phase assez compliquée du bear market. Donc là, il faut aller chercher de la croissance pour les projets. Parler peut-être un petit peu de Ledger aussi. Et aussi nous parler de toutes tes visions du futur du Web3, token gated commerce, tous ces sujets-là qui, je sais, te plaisent beaucoup. Donc voilà, c'est parti. À quel moment tu t'es intéressé au growth? Comment t'es rentré sur tous ces sujets? C'est une bonne question. Alors, j'ai commencé à bosser. Moi, j'ai fait mes premiers stages en 2014, je crois, quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'ai commencé en fait à faire des stages où je faisais du business développement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le growth marketing. Donc, tu vois, j'ai commencé en 2014. Je bossais pour un ad network à l'époque. Okay. Il fallait que j'aille chercher leur premier publisher et leurs premiers clients en même temps. Donc, des publishers pour mettre leur SDK pour faire de la pub et des publishers pour aller acheter l'espace publicitaire. Donc, il fallait tout faire. Okay. Je crois que c'est ma première expérience en growth. Mon deuxième stage... À la dure. Ouais, à la dure. Mon deuxième stage, j'ai fait pareil pour une boîte qui vendait à l'époque des kits de rasage en livraison pour hommes. Big Moustache, ça s'appelait. Je pensais pas à celle-là. Il y a une pub qui avait buzzé. Ouais, c'était pas eux. Ok, d'accord. Apparemment. Et donc, du coup, je me suis mis en fait un pied dans... Ça, c'était en France ou c'était aux US? Ça, tout était en France. C'était en France, ouais. J'ai mis un pied dans ce qu'on appelle aujourd'hui le growth à l'époque. Donc, l'enjeu, c'était générer du lead, avoir des premiers clients. Et donc c'était hyper cool. C'était très entrepreneurial parce que j'étais souvent le premier ou pas loin du premier employé à ce moment-là. Trop bien. Hyper cool. Après ça, j'ai bossé en tant que consultant donc en France et en effet aux US dans une boîte qui s'appelle 55. C'était plus vraiment du gros, c'était plutôt du conseil en data. Donc comment tu utilises la donnée pour augmenter tes ventes, augmenter ton marketing, améliorer ton marketing quand tu es plutôt une grosse boîte. Donc c'était hyper instructif. Et puis je suis vraiment donc Head of Growth chez Ledger depuis 2020. Donc là, c'est là que vraiment j'ai beaucoup plus poussé sur la partie growth, acquisition d'utilisateurs, rétention, optimisation de la conversion, etc. C'est quoi les projets que tu menais en 2020? Parce que Ledger en 2020, ok, le produit, il était ce qu'il était, mais l'entreprise, je pense que ça n'avait rien à voir. Ouais, en effet. Donc en 2020, chez Ledger, on était une centaine, un peu plus d'employés. Et on vendait principalement donc, les hardware wallets, donc les nano, donc les petites clés USB dans lesquelles tu stores tes cryptos. Et moi, j'étais tout seul pour faire ça, quasiment. Donc, ce que je faisais au quotidien, c'était... C'était solo dans l'équipe Growth? Enfin, c'est toi l'équipe, quoi. On pouvait dire que, ouais, voilà, il y avait plutôt une équipe e-commerce à l'époque, à l'intérieur de laquelle il y avait quelqu'un en Growth, dont le rôle, c'était de faire tout ce qu'on fait en Growth, mais pour une boîte qui a beaucoup moins d'employés, de revenus et de produits qu'aujourd'hui. Donc, l'enjeu, c'était de focaliser vraiment les 20% de mon temps sur ce qui allait rapporter le plus à la boîte en revenus, en clients. C'était quoi, par exemple, comme type de projet tu vois, dans ce qui était très important à l'époque, pour nous, c'était vraiment d'éduquer toute personne qui rentrait dans l'univers des cryptos à la sécurité et à Ledger. Pour ça, on travaillait énormément avec les influenceurs. Donc, un des plus gros piliers de Ledger à l'époque en termes de growth, c'était l'affiliation, les influenceurs, notamment YouTube. C'était un point très important. Et puis après, on était dans une période de bear market. Et en période de bear market, il faut trouver des façons de vendre davantage, donc faire beaucoup de plans d'activation de vente, de promos, de choses comme ça. Donc c'était aussi une grosse partie de mon boulot. Voilà. Là où aujourd'hui c'est très différent. Aujourd'hui on est quasiment 700 ou 800 chez Ledger au total. Et donc du coup aujourd'hui on a aussi une équipe growth qui fait quasiment 10 personnes. Donc là, que tu chapeautes. C'est plus la même chose, voilà, exactement. C'est plutôt de planifier où est-ce qu'on va dans le futur pour continuer à vendre du hardware wallet, comment on sécurise tout le Web3,
Et puis maintenant, on a d'autres business units. On vend du NFT sur une mint place qui s'appelle Ledger Market. On a une application sur laquelle aussi on peut faire des transactions, donc un peu plus DeFi. Donc l'enjeu, c'est maximiser l'utilisation de tous nos produits pour nos clients. Et donc, je réfléchis aujourd'hui à comment on fait ça aujourd'hui, comment on fera ça dans 1 an, dans 2 ans, et puis où est-ce qu'on emmène Ledger. Ok. Et sans nous révéler un peu la recette du Coca-Cola, c'est quoi un peu aujourd'hui l'approche growth que vous avez chez Ledger? Là, aujourd'hui, à date, tout de suite. Ouais, et après, tu verras demain aussi. Déjà, Ledger, on se le disait un petit peu avant de démarrer, c'est un produit retail, mais qui est product-led growth, je dirais. Donc, c'est vraiment un produit qui a démontré sa valeur sur le marché, et c'est ça qui en a fait sa force et qui fait qu'il se vend, et qui fait qu'il est facile à recommander pour tous les influenceurs avec lesquels on travaille, pour le word of mouth, pour le referral, etc. C'est un super produit qui répond à un besoin vraiment dur. Donc, Exactement. De base, déjà, ça se vend bien. Donc, le secret, déjà, c'est d'avoir un bon produit. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, c'est ce qui fait que tout le reste est beaucoup plus facile à faire. Ensuite, la stratégie, elle est très axée sur l'éducation et l'influence dans les communautés Web3. Donc, les communautés Web3, il y en a plusieurs. Il y a les cryptos, ça c'était ce qu'on avait au tout départ. Ensuite, il y a eu les communautés NFT. Et aujourd'hui, on est encore un peu dans ce mix modeling-là. On va un peu plus loin que ça. On va vers toute personne qui, globalement, a des assets digitaux. Okay. Et donc, l'idée, c'est comment on va éduquer sur la sécurité pour toute personne qui a des assets digitaux. Ok, et du coup, comment tu mappes ça? C'est-à-dire que tu te dis, ok, donc on va envoyer des gens dans chaque communauté. Comment tu... On va tous, chacun dans des communautés. Ouais, non, alors... C'est un travail de fourmi, en fait. Ouais, alors, donc il y a plusieurs choses. Déjà, un enjeu principal, c'est donc d'avoir du temps d'écoute pour comprendre ce que c'est que Ledger et comprendre quelle est la proposition de valeur de Ledger. Donc le premier travail, c'est d'aller travailler avec les influenceurs pour s'assurer que ceux qui ont du reach parlent de Ledger, font comprendre en quoi la sécurité c'est important, et puis pourquoi Ledger c'est le meilleur moyen de rentrer dans le monde des cryptos et du Web3. Donc ça, on a des gens qui s'occupent de ça. Ensuite, l'idée c'est de se dire, en fait, on l'a vu là, tu vois, il y a FTX qui a collapse en novembre, ça a fait exploser les ventes de Ledger, on a fait x6 ou x7 par rapport à ce qu'on faisait. Meilleure semaine de tous les temps, ou la meilleure journée, je sais meilleur plus. mois de tous les temps, on a fait les meilleures journées de tous les temps et de loin, enfin on a explosé tous les records, et tout ça c'était parce que nos clients nous recommandaient. Tu vois, c'était normal pour toute personne qui avait un Ledger d'expliquer autour de lui que c'était Ledger la solution. Et donc ce qu'on fait aussi beaucoup là, on a beaucoup retravaillé sur notre système de parrainage pour que ce soit beaucoup plus facile de parrainer tes amis, et pour que ça crée aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'une fois que tu parraines quelqu'un, toi tu vas recevoir des cryptos, l'autre aussi, que tu vas pouvoir utiliser dans notre application, que tu vas pouvoir swapper, etc. Ou peut-être demain tu vas pouvoir récupérer des NFT depuis notre mint place. Donc en fait l'idée, c'est que le word of mouth va nous servir à faire découvrir Ledger et faire adopter l'ensemble des produits Ledger à nos clients. Ouais, non, c'est vrai que c'est top parce que moi je me souviens moi j'avais recommandé 1 ou 2 personnes, je crois. Ouais. Et en gros, il fallait que j'en ai 4 pour avoir, j'avais des pourcentages ou bref. Ouais, exactement. Et c'est vrai que j'avais recommandé 1 ou 2 personnes, je disais pour le moment, tant que j'en ai pas 4, ça sert à rien. Donc c'est vrai que là de passer sur du cash sonnant et trébuchant, de la crypto, enfin je dis du cash, non mais de la crypto, tu vois. T'as raison, t'as entièrement raison, et en fait c'est exactement le constat qu'on a fait. Il y a eu 2 constats. Le premier, c'est que 4, déjà il faut pouvoir référer 4 potes, tu vois, donc c'est pas idéal. Ensuite, ce que ça te donnait, c'était un voucher pour racheter un hardware wallet, donc un nano. T'en as déjà un. T'en as déjà un, tu vas peut-être pas en acheter un tous les jours. Et en fait, on se disait surtout, ça, c'est pas forcément vertueux par rapport aux autres services que Ledger propose. Donc là, l'enjeu, c'était de se dire, ok, en fait, nous, une fois que tu as un hardware, on a envie, chez Ledger, que tu utilises notre application, puisque dessus, tu vas devoir stocker tes cryptos pour que ce soit sécurisé. Tu peux aussi en acheter des cryptos, tu peux en échanger, tu peux les staker, tu peux faire plein de choses. Et puis, il y a plein d'autres applications qui sont accessibles depuis notre application Ledger Live. Et donc, on se dit, comment on peut faire ça, comment on peut avoir un programme de parrainage qui te permette d'avoir un reward qui te donne un avantage dans tout notre écosystème. Et donc, du coup, en te donnant des bitcoins, ça te permet d'avoir des bitcoins sur ton wallet Ledger. Donc, c'est un peu comme si déjà, aujourd'hui, quand tu offres un portefeuille, tu n'offres pas un portefeuille vide. Ouais. C'est un peu les coutumes, la tradition. Pareil, là, demain, tu vas potentiellement
proposer à un pote à toi d'acheter un ledger, le ledger il sera pas vide. Ouais, Tu auras non, ça, 10 dollars de crypto dedans, et puis tu vas pouvoir les échanger, ces 10 dollars. Ou peut-être demain, tu pourras avoir un NFT et pas 10 dollars. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de créer un cercle vertueux autour de nos produits et que la valeur elle soit vraiment forte pour les gens qui nous rejoignent. Donc, c'était un enseignement, tu vois, pur e-commerce, de se dire, en fait, on est un peu limité avec notre ancien programme, on en fait un autre. Et en fait, aujourd'hui, tu parlais de la stratégie de growth. Elle est très orientée là-dessus aujourd'hui, la stratégie de growth, parce que on est dans un marché en bear market où on va pas avoir énormément de nouveaux entrants, globalement, sur le marché. C'est-à-dire que il va pas y avoir énormément de nouvelles personnes qui vont acheter des cryptos et des NFT, normalement, qui sont en dehors de ça aujourd'hui, sauf cas d'exception. On va pas non plus avoir beaucoup de nouveaux influenceurs qui vont arriver en période de bear market, c'est moins intéressant pour eux. Donc on veut focaliser nos efforts sur nos clients, parce que ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs. Comment on fait pour qu'ils passent pas chez la concurrence, qui commence à émerger de plus en plus d'ailleurs Ouais. Alors pour l'instant, c'est pas trop. Ils sont pas au niveau encore, je veux dire, mais moi j'avais vu des hardware wallets donc qui étaient plus complexes à utiliser, mais putain, il y a un truc, je pensais vraiment que les Ledger c'était les seuls. Non, en fait, il y a quand même d'autres solutions qui sont moins pratiques, moins évidentes. Il y en a d'autres. On peut faire autrement si, voilà. Ouais, tu peux faire autrement si tu veux. Nous, l'enjeu, aujourd'hui, on regarde pas trop la concurrence, tu vois, parce que on a notre concurrent principal, il est plutôt orienté Bitcoin, et puis il a pas tout cet écosystème de services, tu vois, qui te permettent de vraiment de sécuriser tout ton écosystème Web3, toute ta vie dans le Web3. Nous, notre enjeu, il est plutôt de se faire connaître sur autre chose que notre produit principal. C'est-à-dire que notre produit principal, c'est le hardware wallet. Et il y a encore assez peu de gens, ou trop peu de gens, qui savent que dans ton application Ledger Live, tu peux acheter, vendre des cryptos, etc. T'en as trop peu qui utilisent notre Mint Place, qui est une sorte de marketplace où tu peux minter des NFT de façon sécurisée. Et donc nous, notre enjeu il est plutôt de faire découvrir ça. Donc l'enjeu de growth, il est plutôt de se dire, on a plein de clients, on veut qu'ils utilisent tous nos produits maintenant. D'accord, ok, intéressant. C'est vrai que c'est vraiment top d'avoir toutes ces petites intégrations, les acheter, vendre crypto, les Lido, etc. Ça apporte vraiment de la valeur. Et ok, donc là tu nous parles en bear market. Ouais. C'est quoi la strat en bull market? Là, du coup, tu veux choper les nouveaux clients. Ouais, exactement. En bull market, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, en bear market, la strat, elle est de te dire focus sur ton CRM, focus sur ta loyalty, fais en sorte d'avoir la meilleure expérience possible pour tes clients pour qu'ils restent avec toi. Pose les fondations solides, tac. Exactement. Tu vois, moi, là, quand j'ai proposé ma strat à ma team, tu vois, je leur ai dit, cette année, on pose les fondations pour le prochain bull run. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une expérience qui est la meilleure possible pour ton client et lui donner la possibilité de découvrir l'écosystème en le rewardant comme il faut, en proposant une valeur qui va vraiment être forte, qui va faire qu'il sera encore là plus tard et qui recommandera Ledger quand ça va exploser. Et en période de bull market, c'est un petit peu différent. Tu vois, tu as énormément de nouveaux entrants, par exemple, pour ce qui est des influenceurs. Tu as énormément en général une nouvelle communauté qui arrive. Donc tu vois, là, en 2021, c'était la communauté des NFT qui arrivait. Et donc, il faut savoir s'adapter à ça très rapidement et de se dire, quelle est la stratégie pour aller adresser cette nouvelle communauté? Sachant que tu la connais pas encore, elle n'existe pas encore. Tu la connais pas, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne, tu vois, comprendre que justement, c'est très community-centric, les NFT, que en fait, il y avait tout de suite cette notion de valeur. Donc, ceux qui détiennent les communautés veulent donner de la valeur. Donc, comment on donne de la valeur? Donc, c'était ça l'enjeu en 2021. Et puis, t'as aussi tout de suite beaucoup plus de budget à dépenser. Donc là, tu vas dire, comment je vais dépenser un budget d'acquisition? Ouais. Oui, que là, tout est en pause, là. Là, aujourd'hui, c'est pas en pause, mais c'est très, très réduit. Ouais. Mais si tu prends d'autres acteurs comme les exchanges, par exemple, ils sont quasiment tous en pause. On n'a quasiment aucune concurrence aujourd'hui sur du paid, par exemple, versus ce qu'on avait en 2021, où Ledger était là pas assez gros pour pouvoir concurrencer des Coinbase, des Binance, etc. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, tu me parles même pas sur la partie acheter et vendre d'hardware wallet. Là, c'est vraiment acheter et vendre vos cryptos depuis votre Ledger, quoi. Donc, comme tu dis, vraiment promouvoir tout l'écosystème. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Ok, intéressant. Yes. Et donc, tu vois, la stratégie de growth en 2021, c'était, comment tu vas dépenser tes dollars au mieux à travers tout cet écosystème de nouveaux arrivants pour acquérir un maximum d'utilisateurs. Aujourd'hui, la stratégie est beaucoup plus de dire comment tu maximises les utilisateurs que tu as, comment tu rewards tes meilleurs clients, soit parce qu'ils vont t'apporter de nouveaux clients, soit parce qu'ils vont utiliser tes services. C'est vraiment ça la différence. Ok. Ouais. Et du coup, là, pour paraphraser ce que tu dis, donc 2024-2025, on ne sait pas exactement, prochain bull run, toujours growth communautaire.
Bah, on verra, ouais. A priori, A priori. le Web3, il est quand même très communautaire. Et tu vois, aujourd'hui, ce qu'on construit justement, là, toute cette logique de loyalty de CRM, c'est on construit des modèles où on va beaucoup, beaucoup rewarder, où on va beaucoup créer cette communauté. On a très envie que cette communauté elle soit très forte. A priori, on va continuer à être là-dessus. Après, tu vois, le prochain bull run, il peut émerger d'un peu n'importe où. Il peut émerger soit de potentiellement des applications Web3 dans plutôt les grandes entreprises du Web2 ou les grandes marques retail, peut-être. Tu vois, genre Starbucks, Nike, toutes ces choses-là, qui peuvent très vite onboarder des millions de personnes. Ouais. Ou alors il peut arriver du gaming, tu vois. Mais comment ça marche le gaming? Alors il y a le système de guildes qui peut-être peuvent être une façon communautaire aussi de gérer tes assets, etc. Mais après il y a juste le jeu en soi. Peut-être qu'il va falloir être présent dans les jeux, vendre directement dans les métavers, tu vois. Peut-être que on va peut-être se parler d'e-commerce et tout ça, mais peut-être qu'une façon de vendre dans 2-3 ans, ça va être de vendre directement tes assets dans les métavers, tu vois. Donc tout ça, on commence à y réfléchir. Par contre, je sais pas dire où on va. Déjà, personne ne peut prédire d'où viendra le prochain bull run. Voilà, ça serait bien sinon. Ok, super intéressant. Et du coup, là, tu me disais aussi en off que tu es advisor pour des projets. Ouais. Parce que là, du coup, entre guillemets, faire le growth de Ledger, il n'y a que Ledger qui peut se le permettre, quoi. Ouais. Comment toi, tu verrais le growth pour des projets qui sont un peu plus naissants ou un peu moins, avec un peu moins d'envergure? Bah, ça dépend un peu ce que tu fais, j'ai envie de te dire. Mais globalement, ce qu'on disait là, c'était l'aspect communautaire. Et tu vois, dans les projets dans lesquels j'ai été aussi impliqué là récemment, il y a un projet communautaire notamment dans lequel j'étais très impliqué qui s'appelle Safari, qui est en fait une communauté growth du Web3. Okay. Et tu vois, aujourd'hui, ça marche super bien justement parce que l'axe premier, c'était la communauté. C'était de se réunir parce qu'on a un intérêt commun et après, on voit ce qu'on construit autour. Et globalement, là, tu vois, dans les quelques boîtes sur lesquelles je suis advisor, leur enjeu premier, c'est de se dire quelle est la communauté de gens, peut-être les 100, 200 personnes, qui vont être intéressées par les mêmes choses que moi, qui vont vouloir résoudre le même problème. Et en fait, ça te crée tout de suite un noyau dur d'ambassadeurs très très fort. Et je pense que c'est ce sur quoi tu dois construire au début, notamment quand tu es dans un bear market où on a quand même une chance en bear market, c'est qu'on est très peu nombreux. Et que donc, tout de suite identifier les gens qui ont les mêmes attraits que toi, qui peuvent être à la fois tes investisseurs ou tes clients, c'est une super force. Et je trouve que c'est le meilleur moment pour faire ça. Donc je dirais que c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait chez Ledger à une autre échelle. Tu vois, aujourd'hui, on ressent sur nos clients, sur notre communauté, sur nos fans, sur nos ambassadeurs, parce qu'on sait que c'est eux qui vont nous permettre de driver le prochain bull run. Et je dirais pour une boîte qui naît, c'est la même chose. C'est créer, c'est même 50 premiers personnes, fans, quoi. Ouais, tu crées déjà une bonne communauté de gens très chauds. Mais c'est vrai que c'est un peu une philosophie qui est, je trouve, ultra à l'opposé d'un peu de tout ce qu'on nous enseigne. Déjà, quand les gens entendent growth hacking, ils pensent automatisation, cold emailing, etc. Ouais. Ce qui est une petite partie. Mais du coup, je trouve que ça dénote un peu parce que d'un côté, on est en mode encore plus de lead gen, on veut plus de clients, etc. Et le Web3, c'est vraiment, en fait, on va se focus sur les core users, sur un peu le cœur, quoi. Alors, et leur donner le maximum de valeur pour créer pas une religion, mais créer vraiment un sentiment, tu vois. Carrément, mais en même temps, bon, tout ça, c'est certainement une question de à quelle étape t'en es, tu vois. Parce que moi, je te parle de ça quand t'es très très early et que tu es en train de définir ton projet, que tu veux te faire un MVP, il faut avoir ces 50, 100 premières personnes avec qui tu vas interagir pour le construire. Et puis après, peut-être une fois que t'as ton produit, là, c'est autre chose. Il y a ton go-to-market. Je pense que pendant une bonne période, c'est encore le chef d'entreprise qui va aller chercher lui-même avec son réseau ses premiers clients et qui va y aller à la force des bras. Et puis après, tu as cette question de lead gen qui arrive aussi pour les boîtes du Web3. Faut pas se mentir, ouais, c'est clair. Mais tu vois, en toute première phase, s'il y a à construire ce petit réseau, je pense qu'il est très important. Et d'ailleurs, ce que vous avez bien réussi à faire, parce qu'aujourd'hui, Ledger, c'est une quasi-religion. C'est vraiment moi j'appelle le Apple... le Apple français, tu vois, le Apple du Web3, ouais. Bah, c'est trop bien que tu dises ça. Tu vois, aujourd'hui, on a créé un nouveau produit qui s'appelle le Stax, donc on comparait avant nos Nano avec des clés USB. Maintenant, en fait, ça ressemble à une petite tablette ou un petit smartphone qui a un écran de Kindle, en fait, un petit peu. Et donc ce Stax, il a été créé par Tony Fadell, qui est l'inventeur de l'iPod notamment. Donc l'ambition de devenir le Apple du Web3... C'est assumé. C'est assez assumé et en fait, c'est un super exemple. Enfin, si demain, on arrive à créer des produits qui sont designés comme le faisait Steve Jobs, c'est incroyable. Et surtout, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on a réussi à créer une expérience agréable et qui résout des problèmes. Ouais. Là où aujourd'hui, un des problèmes du Web3 en général, c'est l'expérience. C'est pas très agréable, c'est compliqué. Jamais très agréable, c'est très compliqué. Voilà. Donc
Donc ouais, et puis il y a une autre idée derrière ça, c'est un écosystème, une économie en fait, autour d'Apple. Tu vois, il y a l'économie des applications, de l'ensemble des services qu'ils ont, etc. Même l'économie autour du hardware. Je pense que Ledger, on est en train aussi de créer ça. Et ça fait totalement sens par rapport aux besoins qu'on a, notamment de sécuriser l'accès Web3. De la même façon, Apple, en fait, a sécurisé ton accès à l'Internet sur ton téléphone, tu vois. Oui, et même à ta vie digitale, Ouais. t'as pas un Mac, t'as un Mac, Exactement. un iPhone, une Apple Watch, Ouais, exactement. t'as tout. Donc je pense que c'est un très bon parallèle, ouais. Okay. Bon, je suis pas dans les petits papiers des nouveaux produits, mais je serais pas surpris de voir Ledger faire toute une autre gamme. De produits. Ouais. Bah là déjà celui qu'on doit livrer là très bientôt c'est le Stax qui est quand même beaucoup plus sympa à utiliser. Il est pas encore sorti, enfin il est pas encore. Parce que je l'avais essayé à l'Open, enfin essayé, Ouais. j'avais vu à l'Open. Ouais. Mais tu peux le précommander. En fait, on a eu beaucoup de précommandes là. Okay. Donc ce qui est ouf d'ailleurs parce qu'en fait on est en bear market et tu sens que les gens, enfin il y a la communauté justement Ledger, tu vois, qui est prête à acheter les nouveaux produits Ledger et qui a vraiment besoin de cette expérience qui est meilleure. Elle est à fond sur le sujet et donc là on a fait trop de précommandes. Donc là tu peux plus précommander. Okay. Et tu vas pouvoir bientôt précommander. On va envoyer les devices là dans quelques temps. Ok. Voilà. Ouais. Trop bien. Et c'est quoi un peu l'expérience pour transitionner un peu sur toute la partie un peu e-commerce, token gated commerce, etc. C'est quoi toi en fait de manière générale ce que va apporter le Web3 dans l'expérience e-commerce, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. Alors, elle est vague cette question, mais il y a quand même 2-3 choses qui sont très importantes. Déjà, la partie Web3, si on prend la partie NFT, donc ça c'est pas un sujet nouveau, mais ça te permet aujourd'hui toi en tant que holder d'un NFT, d'appartenir en gros à une marque. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu as acheté un NFT, notamment quand tu as acheté un blueprint, genre un Bored Ape, t'appartiens à cette marque et tu vas rester le détenir parce que cette marque va te donner tout un ensemble d'avantages token gated. Parce que tu as ce token là, tu vas avoir tout un ensemble d'avantages, d'expériences, etc. Et donc je pense que le e-commerce lié au Web3, il va totalement prendre en considération et en compte cet aspect token gated et avantages liés au fait que tu détiennes des assets qu'on est capable d'identifier sur Internet. Et ça va pas mal révolutionner la façon dont on va personnaliser les expériences clients en e-commerce. Chez Ledger, tu vois, on a commencé à faire des premiers tests où, tu vois, on a créé des éditions limitées pour des communautés de NFT. Qui étaient très très belles d'ailleurs. Voilà. Ils étaient à l'open, mais pourquoi j'en ai pas, tu vois? Donc déjà... Il est gris tout pourri, moi je veux, tu vois. Trop intéressant, tu vois. Déjà, t'as des produits qui sont trop beaux, qui ressemblent et qui illustrent ce que tu détiens. Donc, en fait, qui illustrent une partie de qui tu es aujourd'hui, parce que ce que tu détiens, c'est un peu qui tu es, et qui vont être achetables, entre guillemets, que par toi, parce que tu détiens ce produit. Donc en fait, la valeur que tu vas donner à ce produit que tu achètes en e-commerce, qui a été fait vraiment juste pour toi et quelques 10 000 autres personnes, c'est déjà une personnalisation qui est incroyable, quoi. Qui est vraiment ouf. Donc nous, on va commencer à faire beaucoup plus ça sur le site de Ledger, à beaucoup plus vendre des produits qui vont être en fait vraiment adaptés à des communautés, donner des avantages à des communautés. Et donc l'expérience token gated, je la trouve très très intéressante pour ça. Aussi parce que ça gamifie aussi l'expérience d'achat. C'est-à-dire que, tu vois, on est en train de travailler aujourd'hui chez Ledger sur l'expérience d'achat avec du Web3. Demain, tu vas pouvoir aller voir, tu vas voir tes produits, puis tu vas avoir des produits à unlock si tu détiens tel ou tel asset. Et cette idée-là, elle est super cool. Tu peux l'emmener loin, ouais. Ouais, tu peux l'emmener très loin. Donc juste d'un point de vue pur e-commerce, c'est ça. Et puis derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que, potentiellement aussi, ce que tu vas vouloir faire, c'est utiliser le Web3 pour faciliter des points de friction que tu as aujourd'hui dans le e-commerce. Donc tu vois... un exemple tout bête, mais tu vois, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai acheté un nouvel ordinateur et je suis allé à la Fnac pour acheter un nouvel ordi. Et en fait, on m'a donné un ticket de caisse qui était ma garantie. Et on m'a dit, il faut pas le perdre parce que si tu le perds, ta garantie, tu la perds et tu peux plus l'activer pendant les 2 ans. Sur le ticket au dos, c'est écrit « jetez-moi ». Ouais, exactement. Et donc, je sais même pas où il est actuellement, le ticket. Je pense que je l'ai perdu. Je l'ai pris en photo quand même. Et donc, prendre en photo un ticket de caisse qui détient ta garantie, en fait, ça pourrait demain, ton ticket de caisse, être un NFT sur lequel il y a une garantie qui est un smart contract que tu peux activer quand tu en as besoin. Et en plus, donc ça enlève tous les points de friction liés à l'achat, liés à la durée de vie de ton utilisation.
Et en plus, ça fait que moi, en tant que-commerçant, je sais qui détient mes produits, où est-ce qu'on en est dans leur cycle de vie, qui a activé le contrat. Et donc, du coup, demain, j'ai tous mes clients qui peuvent avoir des NFT qui les représentent. Et donc ça va encore plus loin, tu vois. Si tu prends le luxe, demain, bon, bah, tu as en effet tous les produits de luxe qui ont leurs digital twins. Et puis ce produit que tu as et qui est le ticket de ton produit physique, bah, peut-être que c'est aussi le digital twins pour les métaverses, donc que tu peux l'utiliser ailleurs. Donc en fait, je crois vraiment que l'expérience en fait e-commerce pure d'achat de produits physiques ou pas, elle va aller beaucoup plus loin grâce aux NFT, avec toute une partie liée aux contrats qui vont être des add-ons liés à ton achat, et puis potentiellement une utilisation de ton asset dans le digital, dans le métavers demain potentiellement, ou dans le gaming. Et ça, je pense que ça va être assez chambé à voir arriver. Ouais, c'est assez cool. Pour moi, il y a plusieurs piliers là-dessus. Il y a, si je prends le sujet Web3 par rapport au commerce, tu as comment tu crées des expériences d'achat token gated et donc liées à du loyalty, tu vois. Donc comment des marques, même qui sont pas la tienne, peuvent donner des avantages à tes holders sur leur site. Donc par exemple, comment Nike demain pourrait dire ah bah tiens, moi j'ai envie de donner un avantage à tous les clients Starbucks et je vais faire je sais pas, une Nike Starbucks sans forcément en parler à Starbucks, mais juste parce qu'ils veulent cibler les gens qui ont des NFT Starbucks. Ça, c'est intéressant. Comment toi, tu le fais aussi pour tes clients, demain, donner des avantages à tes membres en loyalty, des activations token gated, des produits en édition limitée, tout ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a comment tu te sers de l'outil blockchain et Web3 pour enlever des points de friction liés au commerce. Donc, ton ticket, comment tu le digitalises pour remettre dessus tous les contrats que tu peux avoir avec ton client. Et puis ensuite, une fois que tu as ce ticket, tu dis bah, qu'est-ce que j'en fais? En fait, ce ticket, il représente un produit. Ce produit, potentiellement, tu peux en avoir une utilité demain dans le métaverse ou dans le gaming. Si tu es encore une fois Nike, tu peux très bien imaginer que ton produit, tu veux l'utiliser dans Roblox ou dans Fortnite. Et donc, du coup, s'il a été acheté avec le produit physique, bah, ça fait totalement sens de le proposer en produit digital. Donc, je trouve que toute l'expérience e-commerce qui arrive dans les prochaines années... Elle est totalement différente. Si jamais on arrive à ça, tu vois, c'est ouf, quoi. Demain, tu peux même imaginer que tu vas d'abord acheter des produits digitaux et que peut-être que ça te permettra d'acheter avec du discount ou avec d'autres expériences, des produits physiques, tu vois. Enfin, c'est trop cool. Et tu vois, moi, j'ai l'impression que tout ça, tous ces concepts, ça a l'air un peu futuriste dit comme ça. Ouais. En fait, ça l'est pas tant que ça parce que on peut comprendre l'utilité assez facilement et en fait, il faut juste trouver le moyen de rendre ça ultra simple. Tu vois, de zup, tu swipe et c'est bon, tu vois. Et je pense qu'en vrai, dans quelques années, ça va être logique de recevoir. Tu vois, comme aujourd'hui, tu peux recevoir ta facture par mail, bah demain, ça va être logique que ton ticket de caisse, ça soit un NFT, tu vois. Ouais, alors il y a des trucs qui sont faciles et puis il y a des trucs qui sont pas faciles. Bien sûr. C'est plutôt facile de faire du token gated, c'est-à-dire que de dire que si tu détiens un NFT, voilà, je te propose une édition limitée ou un produit spécifique. Ça, c'est facile. Oui, il y a déjà plein de solutions, no code qui se plug un peu partout. Il y a déjà plein de gens qui ont des NFT, et puis il y a déjà, toi, créer un produit, bon, bah, c'est beaucoup de design, un peu de prod. Et puis après, en effet, les solutions no code pour faire du token gated, ça existe. Ce qui est un peu moins facile, c'est de changer l'infrastructure d'une entreprise, notamment les grosses entreprises, pour aller digitaliser tes tickets. C'est ça le problème. Ça, c'est un truc un peu plus corsé, sachant que c'est en général très différent selon toutes les boîtes, et selon les verticales. Et puis après, il y a comment tu adaptes et comment tu distribues tes produits demain dans les métaverses ou les environnements digitaux. Et là, c'est pas forcément là que ça devient le plus compliqué quand le token existe. Et tu vois, je pense que ce point de friction, il va être dans comment tu mets beaucoup plus de Web3, de certification, de blockchain au moment de l'achat pour créer une relation entre toi et ton client qui lui permette d'enlever des points de friction et toi qui te permettent d'être beaucoup plus serein sur ton marché secondaire. Le tout avec une bonne UX et que ça soit facile et exactement, ouais. Okay. Et d'ailleurs, si on parle de ça, tu vois, je te disais, bah voilà, une fois que ton ticket, c'est ton certificat et que potentiellement tu as tes contrats dessus et que tu as ton digital twin, derrière, il y a un autre truc qui est énorme pour toute personne qui vend des produits physiques, c'est de regagner son marché secondaire, tu vois. Puisque, en fait, si tu es capable de savoir qui détient tes NFT, donc qui détient tes produits physiques, bah, peut-être que demain, en fait, ce sera beaucoup plus simple pour notamment le luxe de se réapproprier leur marché secondaire qui est très fort, avec potentiellement des marketplaces en marque propre, plutôt que, tu vois, aujourd'hui, je sais pas si tu prends Vestiaire Collectif par exemple, c'est un intermédiaire, quoi. Voilà, qui est qu'un intermédiaire, mais qui prend aujourd'hui une commission que pourrait totalement récupérer le Chanel, Dior, etc. Et je pense en plus qu'on va vers ça,
Non seulement parce que le Web3 le permet, mais c'est pas tant ça, c'est aussi parce que d'un point de vue écologique, ça fait du sens, tu vois. Et donc il y a toute cette partie sustainability qui est permise en plus par ce côté tech du Web3. Donc c'est ouf. D'un côté, tu as une adoption de masse d'une digitalisation en fait de ta consommation. De l'autre côté, tu as un besoin de sustainability qui est lié à de nouveaux usages et à l'écologie. Et en milieu de ça, tu as la composante Web3 qui va potentiellement te permettre de faire les deux. Je trouve ça ouf. Non, c'est clair. Voilà. Et moi, j'ai un peu un rêve. Alors, je sais pas si ce sera possible techniquement un jour, j'espère. Ce serait que, tu vois, le Stax, il soit aussi fin qu'une carte bancaire, tu vois. Et comme ça, tu pourrais valider, tu vois, Ouais. tu pourrais, je vais sortir ma carte Navigo. Tu pourrais valider en fait tes transactions avec, tu vois, une carte physique et ça serait ça ton wallet, tu vois. Et ça, je trouverais ça magnifique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, alors je sais pas à quel parce que le stack c'est quoi, il doit être 3-4 fois plus épais quand même. Ouais. Mais le jour où il y aura ça sera vraiment incroyable, Ouais. tu vois. Alors peut-être qu'un jour on y arrivera. Et en fait, il y a une composante intéressante dans ta carte bleue, c'est la petite puce. Il y a une composante aussi intéressante, c'est tu vois, en gros la puce NFC qui te permet notamment de faire du paiement, etc. Que ton téléphone te permette de faire du paiement, etc. C'est pas impossible que demain on ait ce genre de technologies qui sont embarquées et qu'après-demain on te permette de potentiellement payer directement avec tes cryptos. On n'est pas encore là, hein. Mais c'est clairement des choses qu'on regarde et c'est pas impossible demain. Tu vois, Vitalik Buterin disait que il y a l'Ethereum où les cryptos vont pas remplacer la monnaie, les fiat, mais qu'on vit dans un monde un peu dual. C'est pas impossible que demain tu aies ta carte bancaire Crypto et ta carte bancaire euro. euro que tu utilises de la même façon et de façon aussi sécurisée. Tu vois, nous on a créé une carte bancaire aujourd'hui où tu peux vraiment payer avec tes tokens que tu as dans ton wallet. Donc c'est déjà possible. Voilà. En revanche, ça te permet pas de faire des transactions en ligne, cette carte. Ouais. Tu vois, des transactions pour acheter instantanément n'importe quel NFT, c'est pas ça. Mais, Ouais. on y viendra. C'est clair. C'est quoi un peu les choses sur lesquelles t'es bullish en ce moment, le type de projet que tu suis, c'est quoi tes intérêts hors Ledger, hors J'en ai pas, je ne pense qu'à ça. Mes intérêts hors Ledger, c'était les choses, je sais pas, les crypto, sous-domaines, hors Web3. les trucs un peu dans le Web3 que tu vas suivre, Ouais. qui vont t'intéresser en ce moment où tu dis ah, attends là il va se passer quelque chose ou tu vois. Tu peux nous en dire un peu plus ce que tu regardes. Là, très récemment, tu vois, je me suis pas mal intéressé à ce que fait Shopify, mais donc du coup, on reste beaucoup dans le domaine qui m'intéresse, à savoir le e-commerce et le Web3, parce que là, ils viennent justement de lancer un peu plus grande échelle leurs features liées Token au gated, NFT, non ouais, token gated, etc. Je me suis pas mal intéressé, comme tout le monde, à l'IA récemment, en me demandant comment ça peut nous aider, tu vois, chez Ledger, pour améliorer notre productivité, mais potentiellement aussi pour avoir de nouvelles sources de croissance, tu vois, de growth. Et puis, je m'intéresse vraiment à cette partie aujourd'hui marché secondaire, quel qu'il soit. Aussi bien marché secondaire de la fashion, en se disant comment on peut aider la fashion aujourd'hui à passer sur son marché secondaire, les grandes marques à se réapproprier leur marché secondaire, aussi bien pour le real estate, pour la finance, pour plein de sujets. Et puis aussi, en fait, la partie digital twins, je trouve que c'est vraiment quelque chose vers lequel on va. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel on va aller. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment quelque chose que je regarde beaucoup. Je regarde tous les projets qui se créent autour de ça. Okay. J'essaie de rencontrer des gens qui font ça parce que j'essaie de comprendre un petit peu comment tout ça va s'imbriquer. Tu vois ce que je te disais avant. J'ai l'impression qu'on a vraiment 3 domaines qui s'imbriquent ensemble. On a la sustainabilité, on a aussi le fait qu'on vit de plus en plus dans des mondes digitaux. Et puis, on a ces assets digitaux Web3 qui sont là. Tout ça, ça va ensemble et ça m'intéresse vachement. Voilà, donc je regarde beaucoup ça. Ok, super intéressant. Voilà. Comment t'es tombé dans les cryptos, toi ? Je suis tombé dans les cryptos en 2016, je crois, fin 2016. Je bossais donc chez 55 à l'époque. Et c'était un stagiaire de 55 qui nous disait « Ouais, les gars, Ethereum, c'est le feu. » En plus, 2016, ça venait de sortir, non ? Alors, Ethereum, c'est sorti en 2014, mais en 2016, ça commençait à vraiment prendre. Si tu veux, c'est resté pendant... Bon,
Ça a bien pris Ethereum entre 2014 et 2016, mais en 2016, je crois que fin 2016, tu devais être à 5 dollars et puis ça a commencé à monter un peu plus. Et puis en parallèle de ça, je crois que j'étais très très ciblé par des pubs de eToro. Donc Ok. eToro, quand même, j'ai trouvé ça trop intéressant à posteriori de me dire, putain, ils m'ont recommandé l'Ethereum en 2016 et j'ai acheté du coup sur eToro à l'époque. Ouah, ok. Ouais, et j'ai vite compris que j'ai fait n'importe quoi. Et après, j'ai pris un compte sur Kraken, j'ai acheté mes vrais Ethereum sur Kraken. Et voilà comment je m'y suis mis. Et après, Ok. j'ai un peu arrêté. Et puis, quand je suis parti bosser aux US, c'était le boom de Robinhood. Ok. En fait, le truc trop intéressant avec Robinhood, c'était que c'était un peu la même promesse que les cryptos. C'est-à-dire que la promesse des cryptos, c'était que tu pouvais gérer un peu toi-même ta finance et faire tes investissements et avoir tes gains et sur des plateformes qui sont pas aussi compliquées que les stocks traditionnels. Et Robinhood, c'était la même chose, mais pour les stocks traditionnels. Et je me suis dit, c'est ouf, ça ressemble vraiment aux cryptos, là, dans la promesse d'usage. Et c'est trop stylé, et l'adoption, elle est massive, et le jour où ils vont se lancer dans les cryptos, ça va être ouf. Et donc je croyais vraiment dur comme fer qu'ils allaient sortir dans les cryptos, ce qu'ils ont fait en 2021, je crois. Et donc du coup, je m'y suis un peu remis comme ça en 2019 avec Robinhood, parce que j'étais aux US et que c'était là-bas que Ok. j'avais un compte Robinhood. Et en revenant après à Paris, Ledger, c'était un peu par hasard pour le coup. Ok. Je suis arrivé chez Ledger pile au moment du Covid, quand tout s'était effondré. Et donc Ledger, c'était pas le fond du trou, parce que c'était en 2019 le fond du trou, mais en 2020, c'était bien bear market encore. Donc, juste avant le halving du Bitcoin en 2020. Et donc après, c'était une belle histoire jusqu'à aujourd'hui. Trop Ok. cool. Ouais. Trop cool. Écoute, Ludovic, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Je sais pas s'il y a un dernier point que tu voudrais nous partager. Écoute, si t'as des questions, je suis encore là pour répondre. Et sinon, Ok. j'espère que c'était instructif. Ah, mais totalement. Super intéressant. Où est-ce qu'on te retrouve? Si tu veux être retrouvé, hein, être suivi, vivons heureux, vivons cachés Écoute, après. Hein. écoute, sur LinkedIn, c'est là où je partage pas mal, mais ce que je pense justement, un peu la vision du marché, je pense que tout ce qu'on s'est dit là, j'ai dû le dire à un moment sur LinkedIn. Donc je pense que c'est le bon moyen. Ouais. Ok, très bien. Ben, Ludovic, merci beaucoup. Merci à Et toi. puis à bientôt. Merci, salut. Salut.